Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette autre activité du Cercle de presse. Alors, aujourd'hui, nous recevons Pierre Reid, qui est directeur général des élections. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci à vous. Alors, aujourd'hui, ça va être l'occasion de parler notamment du projet Parlons démocratie, justement pour promouvoir la participation électorale dans certaines régions où ça va peut-être moins bien. Donc, ce sera l'occasion d'en parler aujourd'hui, de parler d'autres sujets aussi. Avant de passer à la période de questions, je vous laisse quelques minutes et par la suite, on va passer aux questions des journalistes. Bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Vous parlez de participation électorale. Lorsque je parle de participation électorale, j'aime bien rappeler que la démocratie est bien fragile. En ce moment même, ailleurs dans le monde, il y a quand même des pays qui soit tentent de se l'approprier ou encore de la défendre. Ce qui nous montre à quel point cet enjeu est toujours d'actualité. Pour nous, à Élections Québec, le meilleur moyen de garder en santé et même de la faire grandir, cette démocratie, c'est de participer à la vie démocratique. Au quotidien, mon mandat est de m'assurer de l'intégrité du processus électoral et de veiller au respect des règles en matière de financement politique. Élections Québec, l'institution que je dirige, est une institution qui est indépendante et neutre. Nous ne faisons pas de politique. Nous organisons des scrutins, que ce soit au niveau provincial, pour les générales ou des partiels. Et nous avons aussi un rôle de collaboration et de soutien aux élections scolaires et aux élections municipales. Un autre volet important de notre mission, c'est de faire la promotion des valeurs démocratiques dans la société québécoise. Le taux de participation a toujours été pour moi une préoccupation. Je suis de ceux qui croient que le jour du vote est un jour spécial où l'on peut exprimer sa voix. C'est en quelque sorte notre signature démocratique. Lorsque je parle de participation électorale, ma préoccupation première est le vote des jeunes. Probablement que vous avez, dans le fond, ce que je peux annoncer aujourd'hui, peut-être que je l'ai dit depuis quelques fois, à d'autres occasions, aux prochaines élections générales du 1er octobre prochain, les 18-39 ans vont représenter le tiers de l'électorat. Donc, pour la première fois, ils seront aussi, sinon plus nombreux, que la génération des baby boomers. Ça signifie que c'est plus de 2 millions d'électeurs au Québec. Pourtant, selon les résultats d'une étude de notre partenaire, qui est la chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires de l'Université Laval, les 18-34 ans, dans votre région, ont voté à 55 % en 2014, alors que le taux de participation moyen au Québec était de 71 %. Je vais vous dire que ces données me préoccupent beaucoup. Je vais essayer de comprendre pourquoi les jeunes votent de moins en moins. C'est pour ça que je suis ici, dans votre région, aujourd'hui, et que je me déplacerai aussi dans d'autres régions comme l'Outaouais, la Gaspésie, la Côte-Nord, où le taux de participation des 18-34 ans oscille entre 41 et 56 %. Et je tiens à faire remarquer que l'étude dont je parlais tantôt de la chaire démontre aussi que l'écart de participation entre les 18-34 ans et le reste de la population s'est creusé presque 2 fois plus rapidement dans les régions du Québec que dans les grands centres urbains. Maintenant, posons-nous la question collectivement, est-ce que c'est normal que les jeunes votent dans d'aussi faibles proportions? Moi, je dis non. Et une fois que j'ai fait ce constat, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'une institution comme la mienne, qui organise des élections de manière neutre et indépendante, peut faire dans ce contexte? Je vous le dis, je ne fais pas de politique, donc je n'ai aucun rôle à jouer sur les enjeux de cette nature. Mon terrain d'action, c'est de trouver des moyens de faciliter l'expérience du vote des électeurs, c'est de trouver les meilleurs moyens de les informer sur le processus électoral et l'importance de la participation électorale. C'est pour cette raison que je veux rencontrer des jeunes, que j'ai déjà rencontrés depuis mon entrée en fonction, pour les sensibiliser à l'importance du vote, mais aussi pour mieux les entendre et répondre à leurs besoins en tant qu'électeurs. Nous savons, les études l'ont démontré, que pour un jeune, le premier vote est significatif, car il en gardera l'habitude lors des élections subséquentes. Nous savons aussi que les jeunes s'engagent de différentes manières dans la société. Il est donc essentiel qu'ils trouvent et prennent leur place dans le processus électoral. Dans les dernières années, nous avons tenté de faciliter l'exercice du vote. De façon concrète, l'une de nos actions a été d'instaurer le vote dans les établissements d'enseignement du Québec lors des dernières élections générales. Donc, les électeurs étudiants, en dehors de leur circonscription, peuvent donc voter directement dans leur établissement d'enseignement pour une personne qui est candidate et qui se présente dans la circonscription où est situé leur domicile.
Je prends un exemple, un jeune de votre région qui étudie présentement à Québec et qui réside temporairement pour ses études à Québec, mais que son adresse officielle est l'adresse de ses parents au Saguenay, mais ce jeune pourra voter dans son établissement collégial ou universitaire à Québec pour un candidat ou une candidate qui se présente dans la circonscription de Chicoutimi. Cette mesure a été instaurée spécifiquement pour rapprocher le vote de l'électeur. Et ce n'est pas la seule mesure qui vise à faciliter la vie aux électeurs. En fait, au Québec, il y a 10 façons d'exercer son droit de vote. Naturellement, celle qui est la plus connue, c'est le vote par anticipation qui donne 7 jours de plus pour voter avant le jour de l'élection. Ce qui fait du Québec l'une des sociétés occidentales où le vote est le plus accessible. Si nous tentons d'améliorer constamment l'accès au vote, nous voulons aussi sensibiliser les électeurs à l'importance de voter pour la santé de notre démocratie. Nous avons produit des campagnes publicitaires pour les 3 dernières élections provinciales, scolaires et municipales. À chaque occasion, nous voulons innover et trouver une façon d'interpeller le public. Nous sommes à préparer notre campagne pour les élections provinciales du 1er octobre et nous aurons un volet spécial pour les jeunes, particulièrement les jeunes de 18-24 ans. Surveillez bien celle-ci en septembre prochain parce que sans vous donner de primaire, je peux vous dire que nous allons sortir de notre zone de confort. En plus de cette campagne, nous croyons que ceux et celles qui vont voter ont un rôle à jouer pour faire valoir l'importance du geste. Le vote, c'est pour tous les électeurs. Ce n'est pas une question d'âge, d'éducation ou de profession. Voter, c'est le droit d'exprimer sa voix. C'est pour cela qu'on lance un appel à tous les votants. N'hésitez pas à être des ambassadeurs de vote, de cette chance de pouvoir l'exprimer librement. Imaginez un instant si chaque personne qui va voter incitait 3 personnes de son entourage à le faire. Mais il ne s'agit pas ici de tenter d'influencer son vote, mais plutôt d'encourager ces personnes à exercer ce droit démocratique. Un mot en terminant sur nos actions en éducation à la démocratie. Je vous disais plutôt que le premier vote est important pour un jeune, car il prend alors l'habitude de faire entendre sa voix en votant. Un de nos projets est le programme Électeurs en herbe, qui permet aux étudiants du secondaire et même du primaire de vivre une véritable élection simulée. Ils votent en classe pour les personnes réellement candidates des partis en présence dans leur circonscription électorale. Lors des élections générales de 2014, c'est plus de 70 000 jeunes qui ont pu faire entendre leur voix par l'entremise d'électeurs en herbe. Le deuxième projet dont je veux vous parler est tout nouveau. Il s'agit des petits bureaux de vote. En 2018, dans chaque circonscription électorale, des petits bureaux de vote seront installés pour permettre aux enfants de voter en répondant à une question portant sur leur réalité. Nous espérons que ce projet permettra de faire vivre une expérience de vote bien concrète à de jeunes enfants qui accompagnent leurs parents. Et je me dis que ça peut être une incitation aussi à la participation électorale des parents, parce que est-ce que c'est les parents qui vont accompagner leurs enfants ou c'est les enfants qui vont requérir à leurs parents d'aller voter? Et un dernier projet dont je veux vous parler, à ton tour, qui a été développé pour sensibiliser les 80 000 jeunes Québécois qui obtiennent leur droit de vote chaque année. Donc, depuis les dernières élections de 2014, ça fait donc plus de 320 000 jeunes qui pourront voter pour la première fois le 1er octobre prochain. À ton tour, c'est une plateforme web exclusivement destinée aux jeunes de 17 ans et demi qui pourront voter pour la première fois. Avant leur 18e anniversaire, les jeunes reçoivent par courrier une communication qui souligne l'obtention de leur droit de vote et un code d'accès personnalisé qui donne accès à des vidéos, des photos, des témoignages de jeunes comme eux, qui se sont exprimés sans filtre, sans texte imposé, sur l'importance de la démocratie et du vote. En terminant, je vous ai beaucoup parlé de nos nombreuses actions pour informer les électeurs, les jeunes, sur le processus électoral et l'importance du vote. Pourtant, ce que je me fais le plus dire sur le terrain, c'est que les gens disent manquer d'informations. Ils nous disent ne pas savoir comment voter et pour qui voter. Je sais que c'est surprenant à l'ère où l'information est dite accessible par plusieurs sources, parce que moi, je suis convaincu que la démocratie, c'est l'affaire de tous. Puis j'ai envie de vous demander, à vous, journalistes, quel est, selon vous, le rôle des médias pour mieux informer la population afin qu'elle exerce davantage son droit de vote? Je vous remercie de votre écoute et je suis disponible pour échanger avec vous. Merci. Alors, première question, Denis Lapierre de Radio-Canada.
commencer par une question très générale. Est-ce que la démocratie est en santé au Québec à la lumière de ce que vous nous dites, les jeunes qui se désintéressent de la question, ou en tout cas en bonne partie, qu'il faille prendre toutes sortes de mesures pour essayer de les attirer, les gens qui se posent des questions sur l'information liée au vote, parce que la démocratie, c'est pas seulement le X, même si vous, c'est votre travail ultime que les gens aillent jusque-là, mais c'est plus large que ça. Est-ce que la démocratie est en santé? Moi, je pense qu'au Québec, on a une démocratie qui est en santé, sauf que ma préoccupation vient du fait que depuis plusieurs années, on constate, particulièrement chez les jeunes, une baisse du taux de participation. Et là, je me dis, est-ce qu'on va on va être davantage préoccupé ou inquiet si on s'en va vers des taux de 50 %? Dans certaines régions du Québec, si je prends la Côte-Nord, l'Abitibi, même Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, vous avez aux dernières élections, c'est des taux de participation, les 18-34 ans, qui ont varié entre 41 et 56 %. C'est quand même inquiétant. Donc, c'est pour ça qu'on essaie, dans le fond, par des visites que je fais sur le terrain, que j'ai déjà fait depuis mon entrée en fonction en juillet 2015, de mieux connaître, de mieux comprendre cet état de situation où les jeunes votent de moins en moins. Peut-être juste passer le micro pour Louis. Merci. Alors, Louis Tremblay, Journal Le Quotidien. Écoutez, vous avez dit qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les jeunes, c'était 57 55. Bon, quand on arrive à Montréal, Québec, probablement la couronne de Montréal, on est autour de 75. Les jeunes? Les jeunes. Les deux régions qui, je dirais, ont performé en 2014, la Capitale-Nationale et Laval, 61 % Des jeunes. Mais là, on parle 18-34 ans. OK. Et certains chiffres, là, si vous allez dans les 18-24 ans, c'est encore plus bas. Y a-t-il d'autres... Est-ce que vous avez des chercheurs qui travaillent là-dessus? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ressortent, qui font en sorte que des jeunes de région votent moins que des jeunes des grands centres? C'est-tu le niveau de scolarité? C'est-tu... Parce qu'il peut y avoir d'autres paramètres dans tout ça, puis c'est quand même pas normal qu'il y ait une aussi grande différence d'expression du droit de vote. C'est quand même des jeunes qui écoutent la même télévision, qui consultent les mêmes médias sociaux, le même Internet. Tout ce monde-là est informé à peu près de la même façon. En fait, la préoccupation, les jeunes, c'est sûr que, puis les jeunes que je vais rencontrer, c'est peut-être plus facile de les rencontrer quand vous allez dans des cégeps, des universités. Et ma préoccupation, c'est comment rejoindre les jeunes en région où ils sont peut-être plus nombreux en milieu de travail. Et je pense que là, c'est peut-être là comment essayer de les sensibiliser. C'est peut-être ça qui peut expliquer les taux plus faibles en région de la part des jeunes. Ils sont comment je veux dire, en milieu de travail à un âge plus jeune. Donc, est-ce qu'il y a moins d'intérêt, il y a moins d'informations qui les rejoignent? Je pense que c'est là le défi, parce que je pense qu'il faut trouver des façons d'aller rejoindre ces jeunes-là en région. Mais qu'est-ce que ça prend pour peut-être les attirer davantage? Est-ce que c'est peut-être d'offrir un cours en politique, peut-être dès le primaire, secondaire? Moi, je vous dirais que ce que j'entends sur le terrain, c'est que des jeunes me disent, ben oui, on nous dit qu'on a 18 ans, qu'on a le droit de voter, mais puis je me rappelle, un jeune me disait, on fait quoi avec ça? On n'a pas été préparé, on n'a pas de cours sur la citoyenneté. Puis je veux vous dire que même au niveau de l'information, ben, on vote au provincial, le fédéral. Déjà, je dirais qu'il y a des connaissances de base qu'ils n'ont pas. C'est sûr que quand je rencontre des jeunes qui sont au cégep, par exemple, disons, en sciences humaines, mais c'est sûr que par leur domaine d'études, il y a plus de connaissances, mais pour beaucoup de jeunes que je rencontre, c'est un peu ça. Il y a encore une méconnaissance. Et c'est pour ça que quand on regarde nos programmes, par exemple, électeurs en herbe, bien déjà là, c'est une façon de les sensibiliser au secondaire. Mais moi, je crois qu'il devrait y avoir, là, je
pense au secondaire et même au primaire, parce que ça existe, mais je pense que dans plusieurs situations, c'est un peu à l'initiative du professeur là, qui, dans le fond, transmet ses connaissances, ses informations à ses élèves. Denis Lapierre? On l'a vu récemment, vous l'avez un peu abordé en introduction, toute la question des nouvelles technologies qui permettent d'influencer le vote, d'intervenir directement auprès des électeurs, d'utiliser des moyens qui n'étaient pas jusqu'à maintenant prévus par le directeur général des élections pour influencer le vote. Il y a toutes sortes de règles autour de ça, mais actuellement, manifestement, il n'y a personne qui était prêt à ce qui est possible de faire aujourd'hui. On l'a vu avec Cambridge Analytica récemment, mais il y a eu l'ingérence russe aux États-Unis. Et d'abord, est-ce que le Québec est à l'abri de ce genre de manipulation-là, ce genre d'intervention-là? Et de quelle façon il y a moyen de protéger, justement, l'exercice démocratique, là? Oui. Moi, je dois vous dire que j'ai fait part aux parlementaires de mes inquiétudes par rapport à la loi électorale concernant les renseignements personnels. Probablement, comme vous le savez, la liste électorale est transmise aux partis politiques et aux candidats. Donc, on transmet une liste électorale avec nom, adresse, âge et sexe. Mais il n'y a aucune... Et nous, la recommandation qu'on a faite, c'est pour ça que je vous dis, j'ai quand même fait part de mes inquiétudes et on a fait quand même des recommandations. Encore une fois, dans le dernier rapport annuel, on a fait une recommandation assez précise où, quant à nous, les renseignements concernant la date de naissance et le sexe ne devraient pas être transmis. Nous croyons également que les partis politiques devraient se doter d'une politique de protection des renseignements personnels. Et je dois vous dire que, ultimement, je pense que les électeurs devraient donner leur consentement à la transmission de ces renseignements-là. J'ai écrit récemment aux partis politiques, à l'ensemble des partis politiques, pour leur rappeler l'importance de bien protéger ces renseignements-là. Mais je dois vous dire que par rapport à votre question, effectivement, les dispositions que nous avons actuellement dans la loi électorale ont été conçues à une époque où on ne parlait pas là, de banque de données puis de recoupage de données. Et c'est pour ça que, dans le fond, on a recommandé, nous, de revoir en profondeur les règles concernant la protection des renseignements personnels. Avez-vous l'impression que les partis politiques, justement, parce que, bon, vous avez des recommandations, vous avez une certaine vision des choses, est-ce que vous avez un retour là-dessus? Est-ce que les partis politiques, à votre avis, sont ouverts? Le parti au pouvoir actuellement ou ceux qui le seront à un moment donné, mais est-ce qu'il y a une ouverture? Est-ce qu'on voit véritablement le danger? Moi, je vous dis, j'ai fait mes recommandations, comme je vous dis, à plusieurs occasions. Je peux comprendre leurs préoccupations par rapport à des renseignements pour, effectivement, mener éventuellement une campagne électorale. Mais j'attends encore la suite des recommandations que j'ai faites. Allez-y. Vous avez parlé de la loi électorale. Il y a vraisemblablement plusieurs, ou à tout le moins quelques zones grises dans cette fameuse loi électorale, lesquelles devraient être priorisées. Est-ce qu'on devrait revoir cette loi-là, réajuster cette loi-là plus régulièrement, plus souvent qu'on le fait actuellement, d'une part. D'autre part, vous enlèverez votre chapeau, si vous voulez, de DGEQ. Mais comme vous êtes un observateur vraiment privilégié de la scène électorale, qu'est-ce que vous pensez, vous, du vote proportionnel? À votre première question, je vous dirais qu'effectivement, la loi électorale se doit dans le fond, de toujours s'adapter, là, je dirais, d'être contemporaine, parce que ça a changé beaucoup. Il y a quand même plusieurs recommandations qu'on fait, puis pour assurer aussi une question je dirais, d'équité, parce que j'ai déjà mentionné en commission parlementaire aux parlementaires que la loi électorale, c'est pas la loi des parlementaires, c'est pas la loi des partis politiques, c'est la loi de l'ensemble des électeurs. Et pour ça, je pense que, oui, il faut entendre les électeurs. Et c'est pour cette raison que c'était dans le cadre d'une recommandation de la commission Charbonneau qui demandait d'élargir le comité consultatif qui existe. Comité consultatif qui est prévu dans la loi électorale, qui est composé de représentants de partis politiques qui sont à l'Assemblée nationale,
la commission Charbonneau demandait d'y adjoindre là, des citoyens. Les parlementaires en ont décidé autrement, mais par la même occasion, je leur ai fait part de mon intention et qui s'est concrétisée de mettre sur pied une table citoyenne composée de 12 citoyens provenant de plusieurs régions du Québec, de tous les âges, et comme je l'ai indiqué, composée de personnes que c'est pas moi qui ai choisi, ça a fait l'objet d'un processus là, de sélection. Et tout ce que j'ai eu à faire, c'était d'accepter les recommandations qui m'ont été faites. Donc, une table pour essayer de réfléchir à ce processus électoral et de façon indépendante. Je vais vous dire que ces membres-là sont des membres indépendants, ne sont pas membres de partis politiques, pour essayer de voir quelle devrait être la loi électorale aujourd'hui. Entre autres, comme je le mentionnais tantôt, toute la question des renseignements personnels qui sont sur la liste électorale. Parce qu'il faut savoir qu'on a une liste électorale parce que les gens se doivent d'être sur la liste électorale pour pouvoir voter. C'est d'abord la première raison de l'existence d'une liste électorale permanente. Par rapport à votre deuxième question, par rapport au... là, vous me dites enlever mon chapeau de DGEQ, c'est un peu difficile dans ce sens-là parce que, naturellement, je suis DGEQ en tout temps. Je me dois d'observer une certaine réserve, si on peut dire, compte tenu que j'ai à administrer, à appliquer la loi électorale. Mais je pense que toute cette question-là concernant le mode de scrutin est un sujet qui appartient, là encore, à l'ensemble des électeurs du Québec. Je pense que c'est une question qui doit leur être adressée et pour lesquelles on se doit d'intéresser les gens, entre autres, à cette question, comme d'autres questions. C'est pour ça que tantôt, quand on parle de la participation électorale, moi, j'arrive à un moment où on dit, bon, j'étais un peu en bout de ligne là, de gens qui vont aller voter, mais je pense que préalablement, il y a plusieurs acteurs qui doivent intervenir pour favoriser cette participation électorale. Je peux penser, par exemple, en milieu scolaire, avoir un cours d'éducation à la citoyenneté ou à l'éducation civique, mais c'est également le rôle de parents, le rôle d'employeurs, le rôle également des partis politiques de favoriser cette participation électorale davantage là, que ce qu'on a actuellement. Mais je fais une parenthèse, il faut dire qu'au Québec, par rapport aux autres provinces canadiennes, on a quand même un taux de participation qui est plus élevé. Là, mais là encore, on constate que ça diminue. Et moi, je termine en disant qu'une des parties, et c'est un peu l'objet de ma question à la fin de mon allocution, les médias ont également un grand rôle à jouer par rapport à ça. Je ne suis pas là pour vous dire quoi écrire, mais je pense qu'il y a une réflexion également qu'au-delà des nouvelles du jour ou de toutes les situations qui se produisent, je pense est-ce que les médias, quel serait leur rôle pour favoriser la participation électorale de tous les électeurs, les jeunes d'abord? Obligé de rapporter des trucs qui ne sont pas très intéressants à entendre. C'est difficile, après coup, de motiver le public d'aller voter, de motiver les électeurs à jouer leur rôle. Oui, en fait, on ne se cachera pas qu'effectivement, quand je rencontre des électeurs, puis pas seulement des jeunes, c'est sûr qu'on peut y voir une forme de cynisme ou de désappointement par rapport à certaines choses, mais en bout de ligne, notre système prévoit l'élection de personnes. On est dans une démocratie représentative, donc de personnes qui vont nous représenter pendant 4 ans, qui vont nous représenter à l'Assemblée nationale, qui vont représenter les gens de chaque circonscription. Moi, je pense que malgré ce qu'on peut entendre, je pense qu'on se doit de participer à ce processus-là, parce que si les gens se désengagent, et particulièrement les jeunes se désengagent, parce que je dis à des jeunes, les décisions qui sont prises aujourd'hui là, vont avoir pas mal plus d'impact sur vous que sur moi. Donc, je le dis un peu, mêlez-vous de vos affaires. Là. C'est donc déjà de s'intéresser. Mais on dit toujours, oui, mais c'est difficile, dans le fond. Je vous donne un exemple. Notre dernière campagne publicitaire au niveau municipal, bon, c'est une forme de sensibilisation. On le joue un peu avec l'humour. Mais en même temps, les gens disaient, oui, c'est intéressant, votre campagne électorale, mais on ne connaît pas nos candidats, surtout au niveau municipal.
Moi, c'est pour ça que là encore, ça fait l'objet d'une recommandation. Dans notre dernier rapport annuel, nous recommandons d'avoir une plateforme numérique où chaque candidat, que ce soit provincial ou municipal, où chaque candidat et candidate aurait son espace pour présenter son programme électoral, ses priorités. Et puis je vais vous dire que l'idée venait aussi de jeunes qui disaient pourquoi qu'on ne pourrait pas retrouver un endroit neutre, si on veut, où, à un moment donné, je pourrais prendre une décision. Donc, dans ma circonscription, j'ai 4, 5, 6, 7 candidats où je pourrais lire quelles sont ses priorités, son programme électoral. Ça, c'est une recommandation que j'ai faite aux parlementaires. Et pour ça, bien naturellement, il faut modifier la loi électorale pour prévoir cela. Tu me le permets, juste une petite parenthèse pour terminer. Vous faites souvent fois référence aux recommandations que vous faites aux parlementaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous lancez un appel aux parlementaires pour qu'ils bougent plus vite? Bien, je voudrais que c'est un peu l'objet d'un rapport annuel, parce qu'à la fin d'un rapport annuel, lorsqu'on en est à faire une recommandation, c'est qu'on espère qu'effectivement, on pourra y donner suite. Je comprends que les partis politiques ou d'autres acteurs aussi qui pourraient, lors d'éventuelles modifications, se prononcer en commission parlementaire peuvent avoir leur raison d'être d'accord ou pas. Mais je pense que l'importance, moi, je vous dirais qu'on fait une recommandation, mais j'aimerais ça qu'on en discute publiquement pour en arriver à une solution qui aura fait l'objet de débats, là. Et nous, on pense que, justement, à l'ère numérique, et je pense entre autres aux jeunes, et ils n'excluent pas les autres catégories d'électeurs, mais les jeunes, que si vous voulez, ils ne regardent pas la télévision conventionnelle. Ils sont sur l'ordinateur et ils vont consulter différentes plateformes. Et pour nous, la plateforme numérique sur notre site Web nous apparaît un outil important, je dirais même essentiel, pour permettre aux électeurs d'avoir une meilleure connaissance des candidats de leur circonscription. Est-ce que vous sentez que la population est découragée de la politique avec tout ce qui se passe, qu'on voit passer dans les médias? Est-ce que c'est un sentiment que vous avez lorsque vous allez justement faire des rencontres avec les jeunes ou les personnes de la population en général? Moi, je crois pas. C'est sûr qu'on... Je me fais part que j'étais, je pense, c'est à Rouyn-Noranda, et il y avait une jeune de... Je pense que j'étais au cégep, donc 17 ou 18 ans, qui me disait, bon... dans les journaux, on entend parler, le député a fait ci, le député est un ci, le député... Mais elle dit, M. Reid, ils doivent bien faire quelque chose de correct de temps en temps, là. Donc, c'est sûr, là, qu'à un moment donné, il y a peut-être... on entend ou on voit peut-être davantage s'il est je dirais pas le côté sombre des gens qui sont en politique, mais c'est sûr qu'à un moment donné, les gens le voient peut-être plus souvent. C'est pour ça que dans ce sens, peut-être que, je dirais même qu'à la base même, le rôle du député peut être mal connu. Le rôle de l'Assemblée nationale est peut-être mal connu. C'est pour ça que tantôt, quand je parlais de l'information sur le processus électoral, mais le processus électoral, c'est-à-dire, mais il y a des gens qui se présentent, puis je vais vous dire que c'est pas facile pour ces personnes-là de se présenter dans un contexte qui n'est pas toujours facile, mais je pense que les électeurs ont besoin peut-être de mieux comprendre là, le rôle du député, le rôle de l'Assemblée nationale, mais... moi, je pense que c'est sûr que, je pense qu'on le voit dans des sondages, les politiciens n'ont pas la plus haute cote de popularité, mais je pense pas qu'il y ait un découragement. En tout cas, chez les jeunes, je ne le sens pas. Ils veulent, mais comme je vous dis, pour plusieurs, c'est de dire, oui, mais comment est-ce qu'on peut, s'impliquer? Comment est-ce qu'on peut mieux comprendre le processus? Je pense qu'il y a un besoin là, d'information. Certains font un appel aux partis politiques. On ne s'intéresse pas à nous. On ne s'intéresse pas à nous, mais à un moment donné, je me suis permis de dire à un jeune, j'ai dit, oui, mais s'il ne s'intéresse pas à vous, comme vous me le dites, si vous n'allez pas voter, c'est sûr que moins vous allez voter... Vous comprenez, c'est un peu comment je pourrais dire, la conséquence. Donc, si vous, dans le fond, vous votez de plus en plus, c'est sûr que les partis politiques s'intéresseront davantage à vous.
Des partis politiques, c'est pas les médias qui ont inventé les façons de contourner la loi électorale, c'est les collecteurs de fonds des partis politiques. On arrive avec un creux qui se dessine dans la participation au vote. Et curieusement, ce creux-là arrive après la mise au jour d'un paquet de scandales sur comment on collecte de l'argent, comment on faisait collecter des gens qui ne le savaient pas. C'est un peu inquiétant pour les électeurs avec tout ce qu'on voit. Qui dit qu'un parti politique n'utilisera pas une liste électorale avec Facebook pour mettre ça dans les mégadonnées puis essayer de les exploiter encore plus. Parce qu'on dirait que les gens, comme cette baisse-là de popularité arrive en même temps qu'on a connu au Québec un grand téléroman, télévision, là, toute la question là, des firmes de génie conseil, des spécialistes. Comment ça va de ce côté-là au DGE? Est-ce que vous voyez la lumière au bout du tunnel par rapport à cette situation-là, là, de bien contrôler le financement des partis politiques? Bien, c'est sûr qu'on ne se cache pas qu'avec les nouvelles règles qui ont été mises en place là, il y a quelques années, ce qu'on pouvait appeler le financement sectoriel, c'est sûr qu'il a connu une baisse là, après 2011-2012. Et là, vous êtes rendu avec des contributions de 100 $. Et je vais vous dire que c'est sûr que nous, de plus en plus, c'est important là, de vraiment de sensibiliser autant les partis politiques que les candidats et candidates, peu importe le niveau électoral, c'est de bien comprendre les règles. Là. On veut que nos règles soient connues, comprises et appliquées. Et sur ça, moi, je vous dis que déjà, il y a une modification qui a été apportée, une formation obligatoire des représentants officiels et des agents officiels, tant au niveau municipal que provincial. Donc, une formation obligatoire qui est donnée. Et moi, je vais vous dire qu'à partir du moment où les règles, puis on est là, dans le fond, vous savez, vous comprenez, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Les partis nous disent, oui, mais nous, c'est des bénévoles qui travaillent avec nous. Nous, on fait tous les efforts possibles pour vraiment aider à cette formation. On est ouvert. Nous avons des gens qui, aux dernières élections municipales, qui se sont déplacés en province pour aider à une meilleure connaissance de nos règles électorales. Et moi, à partir de là, c'est bien clair qu'à défaut de les respecter, il y aura les conséquences et les sanctions, les poursuites nécessaires. Parce que, contrairement à mes collègues du Canada, au Québec, le directeur général, c'est le poursuivant public. Donc, c'est au directeur général des élections qui appartient la décision d'entreprendre ou non des poursuites contre ceux qui contreviennent à la loi. Prochaine question, Carole Néron. Il y a certainement des avantages pour vous à avoir des élections à date fixe. Vous n'êtes pas pris au dépourvu. Effectivement, ce qui nous permet... Oui. Est-ce qu'il y a autant d'avantages pour l'électorat? Bien, pour l'électorat, moi, je pense que l'électorat, normalement, voit qu'il y aura une élection le 1er octobre. On en entend probablement plus... Dans le fond, on en entend parler pas d'une éventuelle élection, ce qu'on entendait autrefois, dire il y a rumeur d'élection. Je sais que moi, avant d'arriver au DGE, c'est ce qu'on voyait, des rumeurs, et les gens me disaient, mais nous, au DGE, on se préparait, mais il fallait faire attention de ne pas donner un signal en se préparant que des élections s'en venaient. Avec les élections à date fixe, bien, c'est sûr que ça nous a permis d'entreprendre certaines activités préparatoires en ayant le 1er octobre comme date d'élection. Donc, de ce côté-là, ça permet, là, même dans le fond, que je prends par exemple un bureau de renseignement. Donc, on va savoir à quel moment on va pouvoir embaucher ces gens-là. Donc, ça vient faciliter la planification, si on peut dire. Puis, je voudrais d'un autre côté, je vais faire référence parce que je suis allé en commission parlementaire l'automne dernier sur une commission parlementaire qui portait sur la parité homme-femme au niveau des candidatures. Et je pense que, quand on dit un des éléments, bien, moi, je pense qu'une élection en date fixe, bien là, c'est une occasion qui est donnée aux partis politiques, peut-être de mettre en place là, des façons de faire pour peut-être assurer cette parité homme-femme lors des prochaines élections. Si on voit un avantage à une élection en date fixe. J'ai une question de Denis Lapierre. J'aimerais que vous alliez un peu plus loin dans ce que vous venez de dire un peu plus tôt sur l'assainissement, justement, de la démocratie après la commission Charbonneau, le travail de l'UPAC qui, encore récemment, là, intervenait dans le monde municipal à la suite d'enquêtes.
Est-ce que les choses vont mieux aujourd'hui qu'elles l'étaient avant la commission Charbonneau, avant ce qui a été mis au jour au cours du travail de cette commission-là? Ouais. Est-ce qu'effectivement, les règles sont mieux suivies? Est-ce que les façons de lutter contre ces détournements-là sont meilleures aujourd'hui qu'elles l'étaient avant? Bon, moi, je pense que oui, parce que de toute façon, vous l'avez vu, je pense qu'à partir du moment où, déjà avant même la commission Charbonneau, il y a eu des révélations sur les stratagèmes, vous comprendrez que pour des firmes ou des compagnies, mais dans le fond, ça venait... on a vu que, dans le fond, ces stratagèmes-là ont cessé. Et là encore, vous avez... Là aussi, on a abaissé la contribution qui est passée de 3 000 à 1 000 et à 100 $. C'est sûr que le manque de fonds pour les partis politiques a été comblé par un financement public plus important. Les partis politiques, aujourd'hui, leur financement provient, ça varie entre 75 et 80 %, c'est des fonds publics, là, compte tenu de l'abaissement de la contribution individuelle à 100 $. Donc, en ce sens-là, moi, je pense que... Puis les mesures qui ont été mises en place avaient cet objectif-là, et je pense qu'on est venu assainir, là, sous cet aspect-là, le financement des partis politiques. Dans le monde municipal aussi, je pense que c'était les mêmes règles là, on a aussi abaissé les contributions. Mais là, je ne suis pas en train de vous dire que tout est parfait et c'est pour ça qu'on reste toujours à l'affût. À l'affût, peut-être aussi de nouvelles façons de faire pour obtenir du financement. C'est notre rôle. On doit se voir, on a la responsabilité de voir à l'application des règles de financement. Et sur ça, mon équipe veille à s'assurer là, d'avoir un financement politique qui est sain et surtout équitable pour l'ensemble des partis politiques et des candidats et des candidates. Prochaine question, Vincent Laloy, ATN Nouvelles. Oui, en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est aussi peut-être le fait qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes impliqués en politique comme des députés. Est-ce que vous croyez que ça fait que les jeunes veulent moins participer, de moins se reconnaître un peu dans les personnes en qui ils votent? Bon, en fait, je pense que vous avez déjà certaines députés, je pense, jeunes. Non, moi, dans le fond, c'est... je vous dirais que les jeunes, ce que j'entends, c'est sûr que, comme je disais tantôt, ils s'engagent. Là, parce qu'à un moment donné, quand l'une de mes premières interventions, j'étais, je pense, au collège d'Assun, puis tout, on dit, écoutez, elle dit, c'est pas parce qu'on s'engage pas. Ils s'engagent dans des causes peut-être plus globales, sociales. Et là, c'est un peu de savoir, dans notre processus électoral, notre processus démocratique, comme je disais tantôt, c'est comment peuvent-ils trouver et prendre la place qui leur revient. Et c'est là encore que de l'information à donner sur... Je donne par exemple les conditions requises pour former un parti politique. Il n'y a pas d'âge, là, en autant que vous avez 18 ans. Je veux dire, vous pouvez demander l'autorisation de former un parti politique, une autorisation qui s'adresse au DGE. Donc, je pense que c'est un peu ça. C'est peut-être de trouver leur place dans ce processus démocratique qui leur apparaît peut-être pour plusieurs inconnus. Et moi, je pense que c'est pour ça que information, mais aussi sensibilisation. Moi, je me dis, l'objectif, c'est déjà par mes interventions que je peux faire, c'est de les sensibiliser aux affaires publiques, les intéresser. Et je le répète, je ne peux pas faire ça seul. Ça demande aussi la contribution de d'autres, que ce soit, on parle des enseignants, des parents, des employeurs, des partis politiques. Parce que les partis politiques, je pense que vous le savez, eux autres aussi ont un problème de recrutement. Il y a une baisse du membership. Eux autres aussi, ça les inquiète que les jeunes s'intéressent moins. Puis je pense aussi les médias. Je pense pour ça qu'on forme quasiment un groupe, c'est de retrouver, dans le fond, peut-être de se fédérer puis de trouver quelle est cette façon-là peut-être de mieux informer, de sensibiliser nos jeunes aux affaires publiques et aussi au processus électoral pour qu'ils puissent également participer là, à la démocratie, qui apposent en allant voter leur signature démocratique. Carole Néron. On voit ce qui se passe actuellement avec Facebook. On a vu les Russes influencer l'élection américaine la dernière.
Est-ce que Facebook et autres instruments, réseaux sociaux, fait partie de vos préoccupations comme éventuellement des outils qui peuvent contourner le processus électoral de la démocratie? Sinon, est-ce que ça va devoir, à un moment donné, faire partie de vos préoccupations? C'est sûr que c'est une préoccupation. Et d'ailleurs, ce matin encore, je voyais que autant la Commission d'accès à l'information, autant au provincial qu'au fédéral, s'intéressait. Je pense qu'au niveau fédéral, il y a une enquête. Nous, c'est sûr que, dans le fond, notre préoccupation première, c'est notre liste électorale. Donc, c'est les renseignements que nous transmettons et nous nous préoccupons de l'utilisation qui en fait. C'est sûr qu'avec mes collègues canadiens, à fin janvier, nous sommes réunis, comme à chaque année, et il y a eu cette préoccupation-là par rapport à que ce soit ce qu'on appelle excusez l'anglicisme, les fake news, les fausses nouvelles, que ce soit les cyberattaques. Et là, s'ajoute un peu, ça va peut-être un peu aussi avec les fausses nouvelles, c'est dans le fond d'essayer d'influencer le vote de cette façon, d'une façon un petit peu, je dirais, contournée, parce que les gens n'en sont même pas conscients, dans le fond, qu'on utilise des renseignements qui visent à influencer. Bon, au Québec, moi, je pense que cette préoccupation-là, on le voit, elle est dans beaucoup de pays de notre monde occidental. Il y a une préoccupation fédérale, mais c'est sûr que je pense qu'on doit avoir cette même préoccupation au niveau provincial, là, parce qu'il n'y a personne qui est à l'abri. C'est sûr, comme on me disait, parce qu'il y a eu un rapport là, d'une agence au fédéral, c'est sûr que l'influence extérieure, on s'attribue, c'est sûr, à des pays. Le fédéral est peut-être plus visé que pourrait l'être une province. Mais rien n'empêche qu'il faut se poser la question, est-ce que les partis politiques entre eux peuvent, à un moment donné, comment je pourrais dire, avoir accès à des données, essayer d'influencer les cyberattaques aussi. Donc, je pense qu'on a une préoccupation. C'est comment faire pour essayer de corriger cela. Ça, je pense qu'on va être plusieurs à devoir travailler, à trouver des solutions. Et la liste électorale qui appartient au DGE, est-ce qu'elle est protégée de façon particulière ou elle est accessible facilement? En fait, dans le fond, ce sont des renseignements, personnels qui ne sont pas accessibles au public, sauf que la loi prévoit que les listes électorales sont transmises, je pense, 3 ou 4 fois par année aux partis politiques. Donc, puis comme je le disais plus tôt, c'est sûr que c'était instauré dans la loi à une époque. Écoutez, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je me rappelle d'avoir vu des listes électorales sur les poteaux de téléphone. C'est sûr que c'est une façon pour les gens de vérifier, bon, est-ce qu'il y a le droit de... Bon, là, on est arrivé avec une liste électorale permanente depuis une vingtaine d'années. Mais c'est quand même nom, adresse, date de naissance et sexe, ce sont des renseignements confidentiels. Mais c'est sûr que la loi nous oblige à les transmettre, à transmettre ces renseignements-là aux partis politiques. Nous, ce qu'on essaie, on sensibilise les partis politiques à s'assurer de protéger, comme je pense que je l'ai dit plus tôt, je l'aurais écrit il y a peut-être une dizaine de jours, de devoir assurer cette protection-là, mais comme au fédéral, les partis politiques ne sont assujettis à aucune loi sur les renseignements personnels. Donc, de là, je vous dirais, l'inquiétude que nous manifestons depuis quelque temps à l'égard des renseignements personnels sur les listes électorales. Vous parliez de l'influence extérieure, c'est-à-dire quelque chose qui peut être produit dans un autre pays visant à influencer. Vous faisiez référence au rapport qui a été produit par les services secrets canadiens. Je pense que la GRC aussi ont fait un rapport commun sur ce danger-là. Mais même pour une élection au Québec, quelqu'un qui est aux États-Unis qui voudrait influencer au Québec, vous avez quand même un contrôle sur ce qu'on a le droit de publier ou pas, ce qui fait partie des dépenses électorales ou pas. Pourriez-vous intervenir? Pourriez-vous bloquer ça, cette influence extérieure-là, par les pouvoirs que vous avez? Ouais, moi, je vais vous dire, les pouvoirs, c'est sûr que, dans le fond, ce qui circule par les médias sociaux, vous comprendrez qu'au niveau des dépenses électorales, il n'y en a quasiment pas. Mais la chose sur laquelle j'interviendrai, si à partir du moment où il y a de fausses informations qui mettent en cause le processus électoral,
par exemple, de faux renseignements sur, par exemple, des candidats qui ne se présentent pas ou qui se présentent, ou sur la date des élections, les bureaux de vote, les lieux de votation, où on donnerait de fausses informations, il est certain que le directeur général des élections va intervenir rapidement pour corriger la situation. C'est un média que tel candidat s'est retiré ou se présentera pas ou des choses comme ça, vous pourriez intervenir. Ah ben oui, parce que nous, on va savoir que tel candidat est candidat. Oui, que par exemple, on a la liste, nous, des candidats candidates dans chacune des circonscriptions. Si à un moment donné, on nous dit, bien, cette personne-là n'est pas candidate, nous, on va dire, écoutez, oui, cette personne-là, sa déclaration de candidature a été acceptée. Je pense que ça, c'est l'information qui se doit d'être rectifiée et transmise aux électeurs. Et selon vous, avec les réseaux sociaux qui sont de plus en plus présents, est-ce qu'on devrait justement modifier la loi électorale afin de s'adapter avec les nouvelles réalités? Je pense qu'il faut y réfléchir parce que, et nous, on essaie de voir parce que de plus en plus, en raison des coûts minimes que ça apporte, beaucoup de messages, plusieurs choses. Mais d'un autre côté, qui dit message dit également liberté d'information. Puis, comme je vous disais tantôt, pour nous, l'important, c'est que ces messages, que les messages qui peuvent être véhiculés, que ce soit dans les médias ou dans les médias sociaux eux-mêmes, nous, dans le fond, notre préoccupation, ça va être de s'assurer qu'on ne remette pas en cause là, l'intégrité du processus électoral. Je vous dirais que c'est notre première préoccupation là, par rapport à ça. Et par rapport aux candidats, est-ce que c'est de plus en plus difficile d'attirer les candidats, surtout les plus jeunes? Parce qu'on voyait cette semaine un reportage à Radio-Canada qu'on voyait que c'était plutôt difficile, la vie familiale, gérer tout ça. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile et qu'on veut peut-être changer pour attirer peut-être des candidats plus jeunes à l'image peut-être de la population? Oui, puis je pense que là, je pense que c'est une réflexion que, je dirais, l'Assemblée nationale, les membres de l'Assemblée nationale qui vivent ces expériences-là peuvent être en mesure d'essayer de travailler, de favoriser conciliation travail-famille. Je pense que c'est des... effectivement, pour certains, ça peut être, je dirais... comment je pourrais dire, une explication pourquoi qu'on décide de ne pas se présenter en politique. C'est ça qui est un peu dommage. C'est sûr qu'on peut être très exigeant ou très demandant auprès des députés. Je pense qu'il y a sûrement une réflexion. Là encore, c'est une réflexion qui pourrait être faite, puis je dis l'Assemblée nationale, mais je pense au sein de la société. Qu'est-ce qu'on demande à nos députés? Parce que, en fait, un peu comme tout le monde veut, surtout ceux qui ont des familles, essayer de concilier travail et famille. Denis Lapierre. Quand on parle de démocratie, on parle d'élection de personnes, mais on parle aussi de consultation populaire. On a l'impression que la question est figée depuis plusieurs années. Il y a des référendums qui ont des règles précises, tant au niveau municipal qu'au niveau provincial. Est-ce que, à la Direction générale des élections, on discute ou on réfléchit sur la possibilité d'étendre les procédés de consultation populaire, de les rendre plus accessible ou plus facilement utilisable par les pouvoirs publics là, dans le processus décisionnel? Moi, je voudrais que non. On n'a pas abordé cette... Puis je voudrais que, encore, cette question-là, un peu comme le mode de scrutin, je pense que c'est c'est une question qui devrait intéresser l'ensemble de la société. Je pense que le débat peut se faire. Moi, je vous dis, par rapport au mode de scrutin, ce qu'on a fait en 2007, on a apporté notre contribution. On avait quand même un mandat de l'Assemblée nationale et on a fourni, je dirais, une expertise là, sur le mode de scrutin. Je pense que c'est le mode de scrutin mix régional. Donc, on a apporté notre expertise, là, mais sans se prononcer, par exemple, sur un mode de scrutin précis. Et je pense que c'est un peu la même chose si par rapport, je pense entre autres au référendum dans les municipalités où il peut y avoir un débat où on en a trop, où on n'en a pas assez. Bon, moi je pense que c'est une question qui serait discutée là, par l'ensemble des citoyens. Et si on peut apporter notre expertise à cet égard-là, ben, ça sera le bienvenu. Louis Tremblay. Après l'adoption de la loi électorale, le Québec est devenu comme un modèle international. Pratiquement, on le consultait pour la mise en place de processus électoraux,
le financement des partis politiques, tout ça, c'était reconnu. On envoyait des gens dans des élections ailleurs, leur aider, tout ça. Est-ce que toute la crise du financement des partis politiques qu'on a vécue, est-ce que ça l'a, comme on pourrait dire, égratigné l'image du Québec à ce niveau-là? Ou est-ce que le Québec est encore reconnu sur le plan international comme un modèle à suivre? Bien, je vous dirais que nous assumons le secrétariat parce qu'il y a une organisation qui s'appelle le RECEF, qui est le regroupement je dirais des commissions électorales francophones. Et je vais vous dire qu'on est très sollicité pour notre expertise. Et encore, je pense que c'est l'automne ou le printemps dernier, effectivement, il y avait un atelier sur le financement auquel... et vous comprendrez que dans certains pays, je pense certains pays d'Afrique, déjà, l'évolution qu'il y a pu y avoir quant au processus électoral, et là, je pense qu'ils entament là, un autre chapitre qui est le financement aussi. Et là, là-dessus, et sur ce point-là, notre expertise a été requise là, pour... Chose entre le DGE comme institution et ce que les partis politiques ont fait. Ah oui, oui, je pense que il a encore, pour le directeur général des élections, je pense que ce soit ici au Québec ou à l'extérieur, les gens comprennent bien le rôle du directeur général des élections, sa neutralité, son indépendance, son impartialité. Et puis je pense qu'au niveau international, puis je dirais même au niveau canadien, c'est sûr, comme je disais tantôt, d'avoir quasiment tous les pouvoirs, y compris celui de poursuivant public. Donc, lorsqu'il s'agit d'entreprendre une poursuite contre un contrevenant à la loi, bien, il n'y a aucune interférence possible, il n'y a aucun doute. La décision appartient uniquement au directeur général des élections. On le sait, il y a des élections provinciales, fédérales, municipales, parfois des élections partielles. Sentez-vous que parfois les gens sont mêlés un peu parce que, bon, même comme journaliste sur le terrain, des fois on arrive, on fait des vox pop, on sent que les gens ne savent pas finalement s'ils vont voter pour le fédéral, provincial. On dirait qu'il y a comme un sentiment qu'ils sont assez mêlés. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez, que les gens ont peut-être une méconnaissance de tout ça? Comme je disais plus tôt, effectivement, pour les jeunes, il y a déjà cette différence à faire et je pense pas seulement pour les jeunes. D'ailleurs, en 2014, je pense qu'il y avait une statistique qui disait que 20 des non-votants, ceux qui ne sont pas allés voter, se disaient mal informés. Et le mal informé, bien, ça peut regrouper là, plusieurs volets. Mais je pense qu'effectivement, et surtout quand vous avez une élection générale, parce qu'il y a eu l'élection générale au fédéral en 2015, on avait également ou je me demande si on n'avait pas une ou deux élections partielles, je ne me souviens pas trop. En même temps, je sais qu'il y avait une élection dans René Lévesque. Et il y avait un peu aussi la confusion là, pour les gens, là, pour certaines personnes, c'est fédéral ou provincial. Donc, c'est pour ça qu'on veut éviter, dans le fond, d'intervenir là, autant le fédéral que le provincial en même temps. Là. Donc, et là, c'est sûr qu'on vient d'avoir les élections municipales en novembre 2017. Là, on a les élections provinciales en octobre. Mais vous avez aussi les élections scolaires qui vont suivre là, en novembre. Là. C'est tout près. Donc, là encore, c'est de la confusion où aussi, bien, on vient de voter au provincial. Est-ce que les gens vont avoir la même motivation pour aller voter aux élections scolaires, sachant que déjà le taux de participation aux élections scolaires est très faible? Denis Lapierre. L'élection de l'ADFIX, on en a parlé un peu. Manifestement, tous les partis au Québec sont en campagne électorale actuellement. On le voit par les déclarations, par les présentations qui sont faites, mais qui ne sont pas en période électorale telle que prévue par la loi. On s'en doutait que le choix des élections à date fixe aurait ce résultat-là. Est-ce que c'est pire que ce à quoi on s'attendait ou ce que vous voyez, vous considérez que c'est parfaitement normal dans le processus tel qu'il a été choisi? Bon, c'est sûr que je pense que comme vous avez pu le constater dans le passé, quand il y a de rumeurs d'élection, bon, chacun se prépare. Là, c'est sûr qu'on a élection le 1er octobre. Donc, peut-être que comme pour nous, on se planifie, peut-être aussi que les partis politiques planifient leur organisation, leurs interventions et tout. Moi, je pense qu'effectivement, ça...
ça peut être une façon là, pour eux là, de peut-être de mieux planifier disons, leur campagne électorale à venir. Se retrouver, j'allais dire comme aux États-Unis, par exemple, où les campagnes présidentielles là, commencent 2 ans après le premier mandat. Par exemple, pour le président, où on est en campagne électorale là, pratiquement de façon continue là, dans les 2 chambres. Bref, est-ce qu'on risque pas de se retrouver dans un processus qui pourrait s'établir de cette façon-là, avec ce modèle-là? Mais je voudrais que pour les partis politiques, par exemple, lorsqu'ils engagent des dépenses, à ce moment-ci, il n'y a pas de remboursement. Alors qu'en période électorale, on les rembourse jusqu'à hauteur là, de 50 %. Donc, comme je vous dis, compte tenu du financement du financement politique, c'est sûr que, dans le fond, il y a peut-être des actions qui sont posées, on le voit, mais puis l'Assemblée nationale siège toujours, là. C'est sûr que, dans le fond, on peut se dire en campagne électorale. Bon, ça, je vous laisse le souhait de définir tout ça, mais c'est sûr que pour les dépenses que les partis peuvent faire, c'est sûr que les dépenses qu'ils peuvent faire actuellement, il n'y a pas de remboursement. Donc, il y a naturellement une campagne qui va débuter le 29 août. Là, c'est là que, dans le fond, ces dépenses-là peuvent faire l'objet d'un remboursement. Pour vous, c'est plus facile à planifier vos campagnes de publicité, vos campagnes de sensibilisation, tout ça. Pour vous, c'est... Parce que oui. vous êtes certain que vous ne dérangerez pas personne. Tout le monde sait qu'il y a des élections. C'est que si vous commencez à faire de la publicité dans les prochaines semaines ou je ne sais pas quand, pour dire, là, préparez-vous, il va y avoir des élections, il faut que les gens aillent voter. Pour vous, c'est quand même plus facile à gérer tout ça. Oui, comme je disais, ça permet, surtout pour, dans le fond, l'organisation dans chacune des circonscriptions, bien, ça permet aux directeurs et aux directrices de scrutin de faire des activités préparatoires et de faire, dans le fond, ce qui est fait va être fait. Et donc, de ne pas arriver, là, je dirais, un peu à la dernière minute, et être obligé là, de faire un travail, des fois, qui requiert du temps. Puis vous le savez, dans le fond, les bureaux de directeurs de scrutin ne pouvaient ouvrir qu'une fois le décret pris par le gouvernement. Là, comme on sait que quelle sera la date du début de la période électorale, mais c'est sûr que dans chacune des circonscriptions, pour les directeurs et directrices de scrutin, ça va leur permettre, quelques jours avant, de déjà s'installer. Parce que, comme vous le savez, puis je vous invite à regarder le calendrier électoral, c'est un calendrier qui est très chargé. C'est sûr, quand on parle des différents modes de votation, bien, c'est sûr qu'on est venu, je dirais, alourdir, là, je dirais, notre calendrier électoral en raison de ces diverses façons de voter, alors que la période varie entre 33 et 39 jours. Là. C'est toujours la même période. Là. Est-ce qu'on... Donc, on va peut-être poser la question à la fin. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine avec la rectrice de l'Université du Québec à Chicoutimi, Nicole Bouchard. Merci. Merci beaucoup.